Merci de rester avec nous pour la seconde partie de New World Forum. Nous parlons des élections américaines, élections présidentielles et des enjeux pour le continent africain avec Dr Théo Bito qui nous fait l'honneur de rester avec nous. Dr Bito, merci. Je rappelle que vous êtes conseiller international, enseignant-chercheur des universités. Vous êtes diplômé de l'école de droit de l'université d'Austin au Texas. Vous avez étudié également le droit à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, certifié dans le règlement du contentieux arbitral international à Leiden, aux Pays-Bas, et puis arbitre commercial et d'investissement. Vous êtes spécialiste dans le montage et la structuration des partenariats publics privé. Le CV est très long. On n'en dit qu'une partie. Et pour la seconde partie de notre émission, nous allons nous intéresser aux enjeux de ces élections pour les Africains. Mais on peut épiloguer encore un peu sur le contexte électoral même, de même que les lois, parce qu'il me reste quelques questions sur notamment les deux grands partis qui structurent la vie aux États-Unis. Pourquoi? Qu'est-ce qui donne la force à ces deux partis d'émerger, d'écraser tant les autres? Parce qu'il n'y a pas que deux candidats, mais généralement, c'est deux personnalités qui émergent des deux grands partis, les démocrates et les républicains. Pourquoi c'est ainsi? De même que le système des grands électeurs, est-ce que ça convient toujours au nouveau contexte, aux nouveaux enjeux actuels? Est-ce que les États-Unis, le système des grands électeurs, le suffrage électoral indirect n'est pas désuet? On va voir tout ça avec vous, Théo Bito. Donc, mais pour commencer, pourquoi démocrates et républicains, ces deux grands partis qui structurent la vie aux États-Unis, alors qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à pointer le bout du nez? Je te remercie, Gilles. Rapidement, je vais faire une précision pour lever l'équivoque par rapport aux primaires. Je voudrais préciser que le cadre juridique des primaires est défini par les États. Mais il y a ce que j'appellerais la constitution des primaires, le code des primaires qui sont définis par chaque parti. C'est-à-dire que le cadre légal permet l'organisation des primaires. Ça fait partie du fabrique politique. Mais ce n'est pas les États qui n'influencent pas l'élection directement. Donc, le parti ne peut pas ne pas organiser les primaires. Il ne peut pas ne pas organiser, normalement. Mais, regarde par exemple ce qui s'est passé cette année en Louisiane, à cause du Covid. Certains on a repoussé les primaires. Certains ont annulé les primaires. Bon, quand on annule, il y a une autre formule qui permet de faire cela. Mais vous savez, le Covid, ça fait pratiquement 100 ans que personne n'a plus entendu parler d'une pandémie comme ça. Donc, il y a toujours des mécanismes pour contrôler la chose. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de parler de plus en plus de votes massifs à travers la poste. C'est ça le débat aujourd'hui aux États-Unis. Certains disent que ça va favoriser la fraude, certains disent que le système est suffisamment préparé. Donc, c'est un système en réalité qui s'adapte. Alors, pour les partis, vous savez, ces partis ont de longues histoires. Le Parti démocrate était le premier. Après, il y a eu des problèmes et choses là. Donc, c'est-à-dire que c'est tellement complexe que je ne peux pas en très peu de temps expliquer. Il y a des interférences. Quels sont ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans le Parti républicain, ceux qui se retrouvent dans le Parti démocrate? C'est des composantes historiques. Vous avez aujourd'hui le Sud. Vous savez, le Texas, par exemple, était un démocrate, était un État démocrate. Aujourd'hui, il est balancé totalement dans le show là, dans les républicains. Donc, c'est en fait... Parce qu'il y a peut-être les grandes entreprises, les grandes industries au Texas, non, les capitalistes se sont installés... Tu sais, je suis mal à l'aise sur ce sujet parce que je risque de donner des informations complexes. C'est tellement complexe. C'est historique. Il faut donner des éléments précis pour expliquer comment ça se passe. C'est des partis qui ont fabriqué les États-Unis, ces grands partis-là. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement expliquer. Mais ce qu'il faut retenir, simplement, c'est que ces partis ont un fondement historique qui va chercher dans l'esclavage, enfin le racisme, enfin la guerre des confédérés, la guerre civile aux États-Unis. Il y a tellement d'éléments qui entrent, qui ont façonné la culture, qui ont
permis à des gens de réfléchir pour repositionner les partis. Mais est-ce que ce n'est pas la loi aussi qui a favorisé oui. le bipartisme en finançant... Non, le bipartisme, au terme strict, je n'en parle pas, parce qu'il y a le parti libertarien, ouais. Il y a des partis. Mais c'est comme par exemple, au Togo, il y a de grands partis qui ont émergé parce qu'ils ont une organisation interne où ils ont su attirer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une loi qui favorise. On peut dire, bon... En termes de financement, est-ce que les deux grands partis ne sont pas plus favorisés que les autres? Il y a des conditions de financement. Si tu atteins ces financements, on te finance. Aujourd'hui, de toutes les façons, les candidats ne veulent plus les financer. Parce que quand tu prends le financement de l'État, tu es limité. Tu ne peux pas les demander d'autres choses. Tu as vu? Barack Obama était l'un des premiers à inaugurer ça. Il a refusé le financement de l'État parce que c'était autour de 80 millions de dollars. Il allait ramasser pratiquement 1 milliard de dollars. Tu vois? Donc, quand tu acceptes prendre l'argent de l'État, tu juges de l'argent de l'État. Ce qui est insignifiant dans une élection américaine. Donc, il n'y a pas, en réalité, des conditions qui favorisent de manière stricte les partis républicains autres là. Il y a les conditions à atteindre pour bénéficier de certaines choses. Si le Parti libertarien fait son effort et puis grandit dans la population, tu vois, Ross, le président, le candidat chaud là, c'était un président, c'est Ross, quelque chose là, c'est Crespero, oui. Mais ce gars-là a été pratiquement porté par un parti qui n'est pas des grands partis. Ça arrive. Que dire maintenant du système électoral, du mode de scrutin, le suffrage électoral indirect, l'affaire des grands électeurs? Il y a ce débat-là qui voudrait dire non, qu'il y a une injustice de fait que le président américain élu par les grands électeurs versus l'élection de masse. Populaire. Parce que, on constate par exemple, quand tu prends le cas de Hillary, elle avait plus de population. Elle a gagné le vote populaire et que c'est au niveau des qu'elle a perdu. Mais ce raisonnement est tenu en ne tenant pas compte d'une chose. C'est que le vote populaire est exprimé au niveau des États. C'est-à-dire qu'au niveau des États, c'est un vote populaire pour choisir les délégués, les grands électeurs. Ouais. Tu vois? Donc les grands électeurs qui sont venus là ont été choisis par le vote populaire. Ouais. Qui viennent ne faire qu'un vote symbolique le 2 février, le 2 janvier, je crois, après le truc là. Ils viennent faire juste un vote symbolique. C'est plus technique que ça, hein, je simplifie les choses. Mais à la base, c'est par exemple, quand tu prends l'État de New York, l'État de New York a voté parce que certains viennent dire, bon, moi je suis pour tel candidat, l'autre pour tel candidat. Si je viens dire je suis pour tel candidat A, par exemple, et que la majorité des gens votent pour moi, votent pour me choisir pour aller représenter, quand je vote pour le candidat A, ou bien. Oui, mais est-ce que, du point de vue de la loi, est-ce qu'un grand électeur peut changer d'avis? C'est arrivé quelquefois, mais ça n'a pas été significatif. Et il y a un débat profond là-dessus. Est-ce que je peux changer d'avis au dernier moment? Sur ce point, la Constitution n'a pas été très claire. Et c'est les constitutionnalistes qui ont essayé, avec les décisions de la Cour suprême, de redéfinir la chose. Mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair parce que, en fait, c'est un vote secret également. Hein. Ce n'est pas... C'est cérémonial. La plupart du temps, c'est cérémonial. Puisque celui qui a effectivement gagné, ce qu'on envoie, c'est les gens ne sont partis en réalité. C'est les gens ne sont partis, c'est ça qu'on envoie. Est-ce que ça arrive? C'est des questions qui arrivent très rarement. Et comme ils savent bien le faire aux États-Unis, ils essaient de trouver la solution dans leurs doigts pour faire ça, pour gérer ça. Mais ça n'est jamais arrivé de sorte que c'était tellement sensible que ça a fait changer le candidat qui a été perdant, qui revienne pour être élu. Mais est-ce qu'en réalité, on peut appeler ce système suffrage électoral indirect, dans la mesure où les grands électeurs, tout le monde connaît les tendances avant le choix au niveau des États. C'est un peu mécanique cette affaire-là. Nous sommes dans une société il n'y a plus de suspense dès lors que le vote a eu lieu. Nous sommes dans une société où tout est catégorisé. Il faut ranger les choses d'une manière.
tu compares le système américain qu'on dit indirect à un système, par exemple, togolais où tout le monde va voter pour un candidat on voit directement. Mais quand tu fais l'analyse réellement du système, c'est comme par exemple le candidat au Togo, par exemple, envoie des gens dans les préfectures pour lui dire, bon, moi je représente le président, le candidat plutôt, si vous me votez, moi j'irai voter j'irai à l'Assemblée voter pour cela, voter pour le candidat que je représente. Si tout le monde vote pour moi, c'est à moi qu'ils ont voté, mais c'est au candidat qu'ils ont voté. Vous voulez dire qu'en Afrique aussi, la plupart du temps, le système, le suffrage est un peu indirect. Hein. On le voit au Sénégal où, par exemple, les religieux ont un poids important, au Mali aussi. Hein. Ils ont un poids important dans la campagne. Oui, dans la campagne et pour le vote, ils influencent... Non, ça, ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas... Oui, c'est-à-dire que l'influence des votes, même ça existe aux États-Unis. Tu sais, aujourd'hui, le débat actuel même, c'est que certains pensent que les républicains font tout pour empêcher certains groupes sociaux qui sont traditionnellement pour les démocrates de passer. Et les démocrates aussi font les républicains aussi font la même accusation. Si par exemple dans un État, c'est un gouverneur démocrate, évidemment les républicains vont être un peu inquiets en se disant qu'il peut faire des choses. Mais ce n'est pas aussi simplifié que ça. L'influence du vote, si dans des coins même où, si par exemple quelqu'un est propriétaire terrien, même s'il lui est interdit de dire à ceux à qui il a donné les terres chez lui de voter pour X, il le dira. Il peut le dire de manière indirecte. C'est difficile à apprécier. Avec les nouveaux enjeux mondiaux, est-ce que vous pensez que ce système n'est pas amorti? Ça dépend de ce que les gens veulent. Ça dépend de ce que les gens veulent. Le système américain permet d'amener les meilleurs pour diriger le pays. Pas forcément, quand je dis, c'est un principe que je dis. Par exemple, vous allez me dire, on n'amène pas n'importe qui. Les gens vont me dire, la magistrature suprême. Exactement. Certains vont me dire, ce n'est pas toujours, oui. C'est un principe, on dit, on veut amener les meilleurs, mais il y a des exceptions. Les moins meilleurs passent à travers le filet. Mais c'est un système quand même qui permet... Est-ce que ce sont toujours des meilleurs? On a parlé comment on va dire, George Bush fils, et puis de Donald Trump, qui n'était pas des futés en politique. Laisser les appréciations que les gens font des présidents américains. Seuls les Américains peuvent dire qui est bon président. Laisse ce que les gens disent à l'extérieur. Okay? La preuve, actuellement, Trump a autour de 44% d'intention de vote, 44 ou moins, je crois. Non, il en a moins. Ça veut dire qu'il y a certains qui pensent qu'il est bon président. Laisse ces appréciations-là. Ce n'est pas ça le plus important. Les gens peuvent faire des appréciations qu'ils veulent. Mais ce qui est important, c'est ce que les Américains pensent. Voyez-vous? C'est où j'ai trouvé intéressant ton débat, le thème du show là. Quel enjeu pour les Africains? J'ai failli t'appeler pour dire, mais c'est une réponse à un seul mot. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour les Africains. Donc, pour vous, pour les Africains, il n'y a rien à perdre ou à gagner dans ces élections? Il n'y a rien à perdre, à gagner. Vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, le monde a des règles de fonctionnement. J'ai été surpris, je suis rentré au Togo un temps, j'ai été surpris que j'ai vu des gens pleins devant l'ambassade des États-Unis qui protestaient contre une histoire de visa. Je ne sais pas si tu te rappelles. Parce que le visa a été refusé. Oui. J'ai eu la gentillesse de m'arrêter pour appeler pour lui dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez faire 1000 ans de sit-in ici, ça ne va rien changer. Le système américain fonctionne comme ça. Quand vous voulez influencer le système américain, vous vous organisez. Vous trouvez quelqu'un qui peut parler en votre nom. Vous trouvez un sénateur, un républicain qui comprend votre cause. Vous trouvez un lobbyiste qui apporte votre message au centre du pouvoir pour en débattre. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui a cette compréhension des enjeux politiques, géostratégiques? Alors, faisons une cartographie d'abord des Chinois qui sont aux États-Unis. Oui, mais pour ne pas vous couper, vous allez répondre à cette question, mais on a interrogé aussi notre Togolais, africain-américain, docteur Kodjovi Atnaton, il est le président de Nouvelle Vision. Nous allons suivre son développement sur les enjeux de ces élections américaines pour les Africains et nous reviendrons dans les discussions tout de suite.
Docteur Kodjovi Akhenaton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ces élections américaines. Pour vous, pour les Africains, qu'est-ce qui est en jeu dans ces élections américaines? Qu'est-ce que les Africains ont à perdre ou ont à gagner par rapport à ces élections? Nous sommes tous conscients que les élections et la politique des grands pays influencent vraiment profondément nos pays africains. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est les États-Unis et que ces élections concernent seulement les Américains, parce qu'il y a des enjeux qui sont à souligner. On voit très souvent l'impact, bien l'influence entre les pays occidentaux et les pays africains, qui sont au fait autour de 2 points principaux. D'abord, il y a le côté de sécurité et aussi il y a le côté économique. Donc, quand on prend le côté sécurité, tout dépend également, par exemple, de la présence des États-Unis dans certains pays. Si on prend l'Afrique du Nord, on prend l'Égypte, où la présence américaine, surtout au niveau de l'armée, est forte. Donc, on saura que ces enjeux, les enjeux des élections doivent jouer si le président qui vient met la sécurité comme un gros point de son plan. Et si on prend le côté économique, on sait que l'Afrique, avec sa population, l'Afrique représente beaucoup, ses ressources, ça représente beaucoup. Et au-delà de ça, je crois que cette élection spécialement a quelque chose de spécifique. D'autant plus que la relation entre les États-Unis et la Chine est au fait en cadence. Donc ce qui pourra influencer d'une manière ou d'une autre l'Afrique. D'autant plus que vous voyez sur les iPhones, sur les appareils, on dit souvent made in China, made in China. C'est-à-dire la main-d'œuvre que l'Amérique utilise le plus souvent, c'est en Chine. Donc si la relation qui lie les États-Unis à la Chine n'est pas aussi très bonne, donc quelque part, ça pourra avantager nos pays d'une manière ou d'une autre. Si ces pays s'offrent pour pouvoir donner cette main d'œuvre aux pays occidentaux. Donc je pense quand même que l'enjeu principal sera sur le plan économique. Donc l'influence est là. Et là, il faut savoir que ça doit jouer sur les politiques africaines. Est-ce que les Africains sont capables de cette lecture, de lire la géopolitique et de mettre les pions en jeu pour pouvoir en profiter? Moi, je pense que les Africains sont capables, mais il faut dire quand même qu'il y a des kilomètres à faire, parce que quand il y a relation entre État et État, vous savez que ça ne peut pas directement provenir d'un État aux populations. Ça doit passer par nos représentants, nos élus. Mais quand ces élus ne s'ouvrent pas sur ce plan à nos pays, à ces pays-là, ça ne peut pas avantager. La dernière fois, je échangeais avec un investisseur américain et je lui posais la question de savoir pourquoi la main-d'œuvre africaine, dans les universités là-bas, ils disent que c'est une main-d'œuvre qualifiée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont instruits et autres. Mais pourquoi ils n'ont pas des sociétés en Afrique? Les gars disent, les représentants ou bien les pays africains ne leur proposent pas des opportunités pour qu'ils puissent venir investir dans le pays. Donc je pense quand même qu'il y a ce désir en nous. Mais il faudrait quand même que nos leaders aussi comprennent que, au-delà de la politique, il faudrait qu'ils aillent négocier des marchés pour créer de l'emploi pour les Africains. Et parce qu'en le faisant, on rendra les Africains aptes à devenir quelqu'un et à dépasser la misère. Il ne faut pas que nos élus ou bien nos dirigeants s'organisent seulement pour aller vers ces pays occidentaux en demandant des aides. Nous avons dépassé ça. Nous sommes capables. Donc, ces dirigeants qui sont à l'écoute aujourd'hui, soyez-en sûrs que si vous avez des programmes, vous avez des offres à faire aux pays occidentaux, surtout aux États-Unis, ils seront très contents de venir installer des entreprises chez nos pays pour pouvoir créer de l'emploi et aider nos populations à sortir de la misère. Est-ce qu'il ne revient pas aux Africains américains, dont vous faites partie d'ailleurs, vous êtes américain, est-ce qu'il ne vous revient pas de vous organiser justement pour peser sur la politique américaine et converger l'intérêt des dirigeants américains vers l'Afrique, votre continent? Justement, nous sommes en train de le faire depuis. Quand vous voyez par exemple l'accord entre le Togo et les États-Unis par rapport aux produits tropicaux,
la Goa. Donc, vous savez, ce sont des choses qui profitent aux Togolais. Non, il y a tellement de choses. Et aussi, les Togolais de la diaspora, au-delà de ça, s'organisent pour venir investir dans leur propre pays. Quand il y a des Togolais de la diaspora qui sont américains, qui viennent investir ici, ils sont des fois accompagnés par ces autres investisseurs. Donc, je pense quand même que lorsque la politique inspire et rassure, les Américains seront ici et ils vont investir dans nos pays. Surtout, après la lecture, après ce qui s'est passé avec Covid-19. Donc, il y a trop d'opportunités qui peuvent s'offrir à nous après les élections du mardi 3 novembre. Et qui va gagner ces élections? Est-ce que les Africains ont intérêt à s'aligner sur un candidat ou un autre, Joe Biden ou Donald Trump? Bon, je pense qu'à ce niveau, ce serait un peu malsain pour moi en tant que dirigeant, futur dirigeant, bien dirigeant de ce pays, bien bientôt dirigeant de ce pays, de me prononcer parce que la relation entre le Togo et quiconque sera le président au moment où j'y serai va peser beaucoup. Mais je pense quand même que nous devons comprendre quelque chose. Que ça soit X ou Y à la tête des États-Unis, ce président américain a pour mission de protéger les intérêts des États-Unis, les intérêts des Américains. Donc, ce n'est pas si Joe Biden gagne ou bien si Donald Trump gagne qui est le problème. Qu'est-ce que nous apportons comme projet, comme programme? En quoi nous pesons contre les États-Unis pour qu'on puisse négocier des marchés, pour qu'on puisse aller. Donc, je pense que nous n'allons pas organiser, nous n'allons pas perdre nos énergies à savoir qui doit gagner ou pas, mais savoir qu'est-ce qu'on peut proposer à celui qui sera le président. Parce que celui qui sera le président des États-Unis aura à protéger les intérêts des Américains. Donc, allons et vendons ce que nous avons pour qu'on puisse aussi avoir de quoi nous avons besoin. Merci beaucoup, Dr. Ton. Thank you very much for your explanations. Thank you so much. Yeah, we appreciate a lot. I'm very pleased to be here every time, so feel free to call me anytime. I have a lot to share with my youth people. Thank you, thank you. You're very welcome. Alors, Docteur Théo, vous avez suivi l'intervention donc de Docteur Kodewi Atinatan. Pour lui, clairement, il y a un enjeu économique, il y a des choses à saisir, des opportunités à lorgner de l'autre côté. Oui, je voudrais te remercier parce que ça m'a un peu fait sourire, j'ai compris. Je salue sa perspective de la chose, la manière de voir la chose. Mais moi, je vous donnerai sa réponse, même quand Barack Obama était élu. Je vous donnerai la même réponse qu'il a donnée. C'est une réponse classique, peut-être c'est une réponse de politicien. Ça ne fait pas un diagnostic du problème réel. Je vais vous parler de la Chine. Oui. Prenons la topographie des États-Unis, en termes économiques, en termes de population. Vous savez, la Chine a une longue relation avec les États-Unis. Ils sont arrivés. Les Chinois, aujourd'hui, occupent économiquement, ils ont un poids dans le pays. Ils ont su s'organiser, envoyer des élus indirectement. Des Chinois américains sont aujourd'hui au Sénat. Ils sont dans des structures de décision. Les Chinois ont investi. Les Chinois qui se sont naturalisés américains. Oui, c'est-à-dire que leur descendance. Aujourd'hui, ils sont dans la fabrique américaine. Ils font partie. Et la Chine, en tant qu'État, a défini une stratégie. Et pourquoi les Africains Je vais en venir. Oui. Voyez-vous, la Chine, dans sa posture aujourd'hui, a la stratégie pour influencer les choses aux États-Unis. La topographie de l'Africain. Nous sommes là. La plupart des gens qui sont allés, plusieurs sont dans des boulots pas consistants. On n'a pas intégré la société américaine. Aujourd'hui, il y a pratiquement pas, il y a très peu qui peuvent te dire qu'il peut aller ouvrir la porte d'un sénateur pour lui parler. Économiquement, l'Afrique n'a pas pénétré les États-Unis. Il n'y a pas de société détenue par les Africains, vraiment, des sociétés vraiment américaines. Je ne parle pas de ces sociétés transi. On crée une petite société aux États-Unis, puis on vient faire les affaires au Togo. Je ne parle pas de ça. Je parle d'avoir des sociétés solides aux États-Unis qui sont là, qui participent au développement. Les Africains sont plutôt dans l'entertainment. Ils sont... Non, quel entertainment? Ils ne sont même pas. Oui, la musique. Ils ne sont même pas. C'est-à-dire que la plupart des Africains, quand il faut parler, il faut faire sérieux. Il faut parler... Il y a certains, par exemple, les Sénégalais, les Nigériens qui ont un peu intégré. Mais je parle d'intégrer au point où vous avez une influence sur l'électorat.
La communauté africaine n'est pas organisée de sorte que si elle dit « je supporte Trump aujourd'hui », ça peut changer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires? Ils n'ont pas intégré les réseaux. Pourquoi? Alors parce que quand les Africains y sont allés il y a très longtemps. Oui. Vous vous souvenez du commerce triangulaire? Ce sont eux Non, qui ont, je ne parle dans une pas certaine des mesure... Américains africains. Oui, mais moi, je ne parle pas. Quand tu parles d'Africains, il faut sérieux. Moi, je parle des Africains ici, des Africains comme nous qui sommes allés sur la. Oui, si mais tu moi, parles je mélange les on deux. les appelle les Black Américains. Ça, c'est différent. Oui, mais alors eux non ceux-là plus aussi, n'ont pas ils ont réussi à... Exactement. Eux aussi, ils ont leur problème qui est différent. Bon, d'accord. C'est-à-dire, Prenons les quand tu dis- un à un alors. Quand on prend les Blacks américains, leur problème, leur rapport avec la société américaine est différent. Elle est justifiée par ce passé lourd de l'esclavage, ce passé d'injustice. Il y a une relation un peu compliquée. Et ils vivent dans un État comme ils ne vivent pas. Il y a certains qui essaient d'intégrer, certains qui sont repoussés par le système. Aujourd'hui, par exemple, quand je partais, j'ai eu un message qui me dit l'université de Harvard, pas Howard, Howard plutôt, l'université de Howard, pas Harvard. Pas Harvard. Pas Harvard. Howard, c'est l'université historique des Noirs, qui a dit nous allons injecter plus de 32 millions de combien pour former un certain nombre de médecins parce que les Noirs n'ont pas des médecins qui sont mal soignés. Tu as vu? Je parle par rapport. Il y a cette injustice qui est là. Mais ceux-ci-là ont commencé à intégrer, ils ont intégré pratiquement. C'est difficile, mais ça prend le temps. Mais ils ont aujourd'hui des élus, ils ont des élus, ils ont des responsabilités, ils sont pratiquement intégrés. Mais évidemment, avec cette difficulté de coexistence qui existe, que nous connaissons, les barbiers policiers, tout ça. Est-ce qu'il y a un lien entre les Africains-Américains et ceux qui quittent le continent pour y aller? Il y a, je dirais plutôt un conflit. Parce que l'idée là-bas, c'est que nous, les Africains qui allons là, on juge ces gens-là sans les connaître. Ce que ces messieurs et ces dames ont souffert aux États-Unis, qui psychologiquement les a diminués, psychologiquement les a paralysés, nous, on arrive, on n'a pas ce passé, cet héritage méchant. Oui, docteur Bito, vous parlez quand même... Laissez-moi terminer. Vous savez, les gens sont... C'est comme par exemple, tu as été torturé toute ta vie. Un exemple où tu as été privé de certaines libertés toute ta vie, où tu n'as pas mangé toute ta vie. Quelqu'un qui vient d'un coin où il mange, à sa faim, il vient te dire que malgré ta faim, tu pourrais faire un effort. Nous, les Africains, on ne connaît pas les Africains américains. On ne les connaît pas. On les juge sans les connaître. Moi-même, j'ai été victime, je fait la même chose. On ne les connaît pas, il faut qu'on cesse. Mais les brimades dont vous parlez datent maintenant. Elles existent toujours. On peut traîner ces séquelles 200 ans, 300 ans après. Vous n'avez pas idée de l'Afrique, de ce que... C'est-à-dire, quand moi, Africain, origine d'Afrique, je marche aux États-Unis, je suis fier, je suis plus lourd. Mais l'Américain noir marche dans sa tête avec ce passé historique, cette réalité qui ne peut pas trouver le boulot qu'il veut. Oui, mais cette réalité qui n'existe plus, qui n'existe que dans sa tête, on va Gilles, dire. Non? Cette réalité existe. C'est dans vos têtes que vous pensez en Afrique que ça n'existe pas. Cette réalité existe. Vous savez, c'est malheureusement une société qui est en perfection. Vous savez, la dernière fois, ce que Biden a dit dans son town hall mini, on nous a appris que c'est Edison qui a fabriqué les ampoules. N'est-ce pas? Vous savez qu'il y a une étude du très célèbre et très célèbre institut de Michigan qui a dit que c'est un noir qui a fabriqué ça. Et Biden l'a répété la dernière fois. Et il y a des preuves établies que c'est lui qui a fabriqué. Pendant combien d'années cette fierté a été enlevée aux Noirs? Allons dans l'agriculture. Les gens qui cultivent, par exemple, je suis dans la ferme, toi tu es dans ton bureau. Qui va découvrir les moyens d'améliorer l'agriculture? C'est toi dans le bureau ou c'est moi? Mais il y a une loi qui dit aux États-Unis, quand tu travailles pour moi, quand tu découvres, c'est mon nom qui est là-dessus. C'est-à-dire que je suis un peu embêté quand j'entends les gens qui ne connaissent pas les États-Unis ou quand ils vont aux États-Unis, ils vivent dans leur communauté. Vous savez, quand vous prenez les Togolais aux États-Unis, ils vivent dans une communauté togolaise. Ils ne sortent pas vraiment pour embrasser les autres communautés. Et ils jugent les gens. Ils écoutent leur rap, leur histoire africaine, tout ça là. Ils ne rentrent pas dans la société pour découvrir. Ce qui fait qu'ils ont des préjugés sur les autres. Mais je m'interdis de juger des gens que je ne connais pas. Vous savez, aujourd'hui, la société américaine elle-même, elle a compris que les Noirs ont été
pendant trop longtemps victimes. Et il y a des traces actuelles, pas des traces, mais des effets actuels de cette situation. Ce n'est pas pourquoi c'est les gens, les Noirs qui sont morts plus de Covid. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à la santé facilement. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à certains boulots facilement. Donc, quand vous dites que c'est passé, ce n'est pas passé. Mais d'autres vous diront que les Noirs, ils font pas beaucoup d'efforts. C'est un monsieur qui vous dit ça. C'est un monsieur qui vous dit ça. Oui, mais c'est des gens qui fument du hashish à longueur de journée, qui s'occupent de femmes. Ces messieurs qui vous disent ça ne connaissent pas. Il faut, quand tu vas dans un pays, moi quand je vais dans un pays, la première chose que je fais, j'apprends l'histoire du pays. L'histoire américaine est vieille de 200 et quelques années. Mais l'histoire que vous convoquez là où peut-être on ne sera pas d'accord avec vous, c'est que cette histoire, elle date. Pourquoi les gens aujourd'hui se battent toujours pour les réparations par exemple de l'esclavage, de la colonisation? Vous pensez que réellement les effets de la colonisation ont déjà quitté l'Afrique, par exemple dans nos pays? On n'a pas les effets de la colonisation toujours? On n'a pas l'influence de ces pays étrangers toujours, nous? C'est passé? Mais non. Tu sais, nos frères les Africains qui vont aux États-Unis, il faut qu'ils prennent sur eux d'apprendre à connaître. Il ne faut pas juger les gens sans les connaître. Oui, ils sont des rappeurs, c'est des drogués, c'est des bandits. Est-ce que vous savez pourquoi un enfant qui est né ordinairement, c'est la société qui change l'homme. C'est la société qui façonne l'homme. Mais est-ce qu'il n'est pas temps pour que cette communauté se prenne en charge? C'est une évolution. Après 200 ans, 300 ans, est-ce qu'il faut continuer c'est comme c'est un État nicher sur son sort? Attends, est-ce que Haïti, on ne peut pas résoudre ce problème psychologique? Ce n'est pas un problème seulement psychologique. C'est un problème effectif sur le terrain. Écoute, l'astronaute, la dernière fois, l'un des astronautes africains et américains qui est allé dans la Lune, il dit que lui, il va dans la Lune, qu'il a volé, aller sur des choses là, qu'il n'a jamais eu peur. Il a peur de ça, la dernière fois, quand la police l'a arrêté, il tremblait sur son truc comme ça. Pourquoi un monsieur de ce niveau va trembler? Pourquoi il va trembler? Et moi, Africain, je me lève ici, je vais faire la nuit dans les ambassades. Pourquoi me donne visa? Quand je trouve un petit boulot qui me permet d'envoyer l'argent en Afrique, et jouer au malin, je vais me permettre de condamner, de juger les gens là qui sont dans la souffrance? Non, les Africains ne connaissent pas les Américains noirs. Il faut qu'ils apprennent à les connaître, qu'ils cessent de les juger, qu'ils apprennent à les connaître. Laisse les choses que les gens disent ici sur les gens. Les gens que vous entendez, non, il faut apprendre à les connaître. Il y a une raison pour laquelle, toi, Africain, ici, tu n'es pas un bandit et l'autre, il est bandit. Donc, ça, sur ce point-là, je dis que nous, les Africains qui allons là-bas, qui parlons beaucoup, c'est quoi? Quand tu vas là-bas, moi, je suis américain comme toi. Quand tu vas là-bas, il y a une procédure classique où, quand tu n'as pas un passé, parce qu'il y a ce qu'on appelle le passé historique, le passé des gens. Si, par exemple, sur ton social sécurité qu'on te donne, on met bandit, voleur, délinquant, qui va te trouver le boulot? Oui, parce que vous avez été effectivement bandit ou voleur, non? Tu sais qu'il y a des lois, il y a tellement d'histoires où on a condamné des gens qui sont innocents. Tu as lu ça? Combien de personnes ont été innocentes? Mais, docteur Bito, moi, je te parle de quelque chose que moi, je connais mieux cette société. J'ai vu quand même aux États-Unis aussi, j'ai vu beaucoup de clochards. Qu'est-ce qui crée les clochards? Quand on vient au Togo, il n'y a pas de clochards. Pourquoi? C'est parce que si quelqu'un ne mange pas, il vient par exemple chez toi, tu sors, tu vois quelqu'un là-bas, tu lui donneras de l'argent. Tu ne veux pas. Pourquoi il n'y a pas de clochards au Togo? C'est la société qui a fabriqué ces gens-là. Et je dis que Dieu merci, aujourd'hui, quand vous avez vu la mobilisation au temps de Floyd, les autres races sont sorties pour dire non, arrêtez de torturer le noir. Tu sais, honnêtement, nous les Africains d'Afrique, on sera mieux de se taire et d'apprendre que de donner des leçons aux gens. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Vous allez au là, on vous donne de l'aide, vous êtes là, vous allez à l'école, vous faites votre job, tout ça là. Vous n'avez pas de problème, vous allez évoluer, vous arrivez au doctorat. Maintenant, vous le retirez pour dire aux autres, regardez, eux, ils sont là des bandits. Mais non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi les Africains qui étaient ici pour aller aux États-Unis, qui ont bénéficié, comment vous l'appelez, votre green card, pourquoi eux n'ont pas le même complexe alors que eux aussi, leurs grands-parents ont vécu le même système, l'esclavage? Oui, mais ceux qu'on a déportés d'ici. Vive l'esclavage. Les Béninois, les Togolais et consorts. Vous avez vu un esclave ici, vous avez vu quelqu'un emporté comme esclave, vous avez vu torturer les esclaves qu'on prend du Bénin, vous les avez vus? Vous avez vu votre papa taper un jour, humilié devant vous? Oui, mais de la même manière, ceux qui sont aux États-Unis actuellement, ils n'ont pas vu
Vous vous trompez. Les gens sont très informés. Est-ce qu'on n'a jamais pris votre papa, on l'a mis comme ça là, un cheval qui paraissait notre cheval, qui par là, et qu'on le déchire devant vous? Le lynching, vous avez déjà vu ça? Cessons de donner les leçons, les cours de choses là aux gens. Les Africains seront mieux de se mêler de leurs problèmes et de chercher la voie de collaboration avec les autres. Mais est-ce qu'il ne revient pas à ceux-là aussi de chercher la voie de collaboration? Ils sont chez eux. Et ils sont chez eux. C'est vous qui allez. Ils cherchent. Mais attends, ma femme elle est américaine. Si elle ne veut pas, si elle n'est pas ouverte, elle va m'épouser. Il faut arrêter ces trucs-là. J'ai tellement entendu, vous m'excusez, j'ai tellement entendu ces histoires-là des gens qui vont même, vous savez, quand vous arrivez aux États-Unis, si quelqu'un va aux États-Unis, fait 5 ans, il te dit qu'il connaît les États-Unis, il te trompe. Il te trompe. Il n'est même pas encore arrivé aux États-Unis. Il faut faire 10 ans et plus pour dire que tu connais les États-Unis. Les gens qui vont aller dans leur coin de, comme je ne sais même pas, de Taco Bell ou de McDonald's qui vendent dans le même... tout là, ils font les délivreries pour 5-10 ans. Ils ne sortent même pas, ils ne sont jamais allés au cinéma, ils ne sont jamais allés là. Ils sont tout le temps dans leur communauté. Qui viennent ici, qui te racontent qu'ils connaissent les États-Unis. Ils ne connaissent pas les États-Unis. Ils vivent aux États-Unis, mais ils ne les connaissent pas. Connaître une société, par exemple, je peux dire que je connais les gens de Tchévier, les gens de Chola, parce que je vais échanger avec eux. Même Togolais, je peux être Togolais et ne pas connaître les gens de Dapao. Bref, donc vous dites que les Africains qui sont aux États-Unis ou les Africains qui sont ici ne se sont pas bien organisés ou ne s'organisent pas comme il faut. Aux États-Unis, le système fonctionne comme ça. C'est le système de lobbying. C'est-à-dire que j'ai un problème sérieux, je vais voir quelqu'un qui a de la voix, qui a une position qui lui donne de la voix et à qui j'expose mon problème, il prend ça en compte. Regarde, ce que le docteur Ton a dit, c'est des constats classiques. En ce sens qu'aujourd'hui, quand on parle, il y a des associations togolaises aux États-Unis. Mais est-ce que ces associations sont organisées pour influer sur la politique américaine? Non, elles sont organisées pour influer sur les politiques africaines, pour jouer un rôle en Afrique. Elles sont là pour cérémonial. Mais est-ce qu'elles se sont fédérées en un groupe puissant? C'est l'union qui fait la force. Ils peuvent dire, bon, nous, quand on appelle à la mobilisation, tous les Africains, des descendants africains, vont aller voter pour un bloc. Ou bien dire, aujourd'hui, nous lançons l'appel que tous les Africains originaires d'Afrique n'achètent que chez les Africains. Les Chinois ont ce pouvoir-là. Ils peuvent influencer le système américain. Les Juifs... les Juifs, encore mieux. Oui. Nous sommes là, on fait beaucoup de bruit, comme d'habitude. Il n'y a rien. C'est du bruit que nous faisons. Le bruit, ce n'est pas ça le problème. On a vu... Vous pouvez faire toutes les marches que vous voulez aux États-Unis. La police va toujours vous repousser. Jusqu'à ce qu'un élu prenne le micro pour dire ces messieurs-là ont droit à ce qu'ils disent. Et ils commencent à faire ce que nous appelons la diplomatie de couloir. Ils parlent aux autres pour les convaincre. Jusqu'à ce que l'affaire devienne un débat. Mais si nos pays, regarde, revenons au plan économique. Aujourd'hui, les ambassadeurs, ce sont des commerçants. Tu ne peux pas nommer un ambassadeur juste parce qu'il est politicien. Il faut le nommer parce qu'il peut vendre ton pays. Et les présidents de la République doivent être des commerçants en chef. Alors, je veux nommer un ambassadeur aux États-Unis. Je prends quelqu'un qui ne parle même pas anglais, qui n'a jamais mis pied aux États-Unis, je l'envoie là-bas. Il ne connaît même pas le système américain. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? La Chine a voulu, c'est-à-dire que la Chine programme. Regarde par exemple, l'actuel ambassadeur chinois, je ne sais pas s'il est toujours là ou c'est là. C'est un monsieur qui a été envoyé très jeune aux États-Unis. Il était resté à l'ambassade là-bas comme traducteur. Il fait de la traduction, il est bilingue, il est multilingue quoi. Il a participé à toutes ces réunions là, tout ça là, il est resté là-bas longtemps. Il a connu bien le système, il maîtrise tout. Un temps, l'ancien ambassadeur a pris sa retraite. Les gens se disaient qu'on va envoyer quelqu'un de Pékin. Bon, c'est ce monsieur qu'on met. C'est monsieur qui est prêt à démarrer. Tu as vu? Il connaît déjà le dossier, il démarre. Versus vous amenez quelqu'un de la Chine mère qui vient apprendre, qui ne comprend pas d'abord anglais, qui vient apprendre l'anglais. Après tout, il faut qu'il se familiarise avec son ambassade. Maintenant, les hommes d'affaires, le milieu des affaires, il faut faire du lobbying pour entrer. Jusqu'à ce qu'il fasse 3-4 ans, il n'a pas encore fini. Je vous ai dit qu'aux États-Unis, si tu ne fais pas 5 ans, tu n'as pas encore intégré le pays.
5 ans au moins, même plus, quand tu ne connais pas les voies. Donc, ce monsieur-là, qui était dans le système déjà, connaissait. Comparez-le à un ambassadeur africain qui arrive, qui ne parle pas anglais, qui n'a jamais été aux États-Unis, et d'un seul coup, on le met dans un système. Il est dans un système de pays. Comment ce gars-là peut apporter au pays? On l'a dit. Il faut envoyer des gens qui sont préparés, prêts à démarrer. Aujourd'hui, la diplomatie, c'est l'économie. Ce n'est plus qu'est-ce qu'on se dit, c'est l'économie. Qu'est-ce que tu rapportes à ton pays? Dans les pays africains, même l'OUA, c'est l'OUI, c'est ça, non? L'Union africaine. L'Union africaine. Ils doivent s'organiser à peser. Qui parle au nom de l'OU, de l'OUA aux États-Unis? La dame là parlait, comme elle faisait beaucoup la bouche, on l'a enlevée. La docteure, j'ai oublié, il y avait une représentante de choses là. Ils ont compris, ils ont envoyé, mais elle avait des positions légitimes, mais très peu diplomatiques, on l'a enlevée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut le porte-parole de l'Union africaine là-bas. Il faut que l'Union africaine ait des médias, télévision, tout ça là, pour parler. Mais nous sommes là dans les condamnations, les déclarations. Qu'est-ce que ça va faire à Trump qui dit quelque chose sur l'Afrique que vous créez ici? Qu'est-ce que ça va lui faire? Bref, donc, vous riez un peu du coin de vos lèvres quand vous écoutez ces analyses de faciès qui poussent les Africains à dire tel président nous serait favorable ou non. On l'a longuement... Barack Obama a approuvé. Les gens étaient excités dans ce truc-là. Moi, je disais aux gens, quand tu es élu président des États-Unis, tu vas pour diriger les États-Unis. Même les Noirs, aujourd'hui, certains groupes de Noirs, j'ai écouté des choses la dernière fois, ils sont contre Barack. Ils disent que Barack n'a rien fait pour les Noirs. Mais qu'est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qu'il pense qu'il peut faire? Il va prendre une loi pour dire, aujourd'hui j'ai décidé que les Noirs vont gagner, chacun décide. Non, il est le président. C'est comme quand vous demandez au président togolais de prendre une loi pour décider quelque chose pour une ethnie ici. Non, il ne peut pas. Il est président de tout le Togo. Je ne sais pas si tu comprends ça. Le poste de président, ce n'est pas un poste sectaire. C'est un poste pour tout le monde. Le président, il décide pour le pays. Donc on ne peut pas faire de reproches. Le président américain qui va être élu va d'abord mener la politique américaine. Quand il parle de la lutte contre le terrorisme, tout ça, là, est-ce que c'est pour nous, les Africains, qui viennent faire ça? Non, c'est leur... Ils sont en train de voir... Et lui, il fait une analyse très réduite. Ce n'est pas seulement pour le terrorisme. C'est l'installation des voies de commerce. C'est une analyse géopolitique plus poussée que ce qu'il fait comme analyse. C'est une analyse que je ferai il y a de cela 12 ans, que je ne ferai plus aujourd'hui. Voyez-vous? Et les États-Unis... C'est un système qu'il faut maîtriser, savoir comment il fonctionne. Il faut savoir, quand tu sais comment il fonctionne, tu peux facilement tirer. Oui, je suis d'accord, il y a beaucoup d'investisseurs là-bas qui ne connaissent pas, mais il faut savoir les chercher, il faut savoir les intisser. Mais tant que nous... Et ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose, tu amènes ta veste, tu t'habilles, et puis tu vas, tu dis, ah, je suis togolais, je vais... Non. Oui. Il y a des questions qu'on pose. Mais de façon, comment on va dire... pas un œil de spécialiste, de façon naïve. Est-ce que les socialistes, je dis les socialistes, les démocrates n'ont pas un œil plus bienveillant sur les Africains que les républicains? Il faut arrêter ces histoires-là. Vous savez, nous devons grandir. Hein. Arrêter ces histoires-là. C'est comme par exemple on dit, ah si c'est Hollande qui est élu, c'est pas mieux pour l'Afrique. Ah Macron, c'est pas mieux pour l'Afrique. Pourquoi nous voulons chercher dans les autres dirigeants ceux qui sont mieux pour nous? Oui, parce que aussi on cherche celui qui est... C'est parce que nous-mêmes, on a un problème. C'est comme par exemple, tu t'occupes de ton voisin. Tu dis, mais le voisin qui vient, le locataire qui vient là, est-ce qu'il n'est pas mieux pour moi? Pourquoi ça te mêle? En quoi ça te concerne? Tu vois, nous devons plutôt nous mettre... C'est le professeur Lumumba, Patrick Lumumba, un Kenyan, un célèbre professeur, qui dit que ça dépend de comment tu... On dit qu'il y a une table à manger, ça dépend de comment tu viens sur la table. Si tu viens sur la table comme un plat à manger, les gens vont te manger. Mais si tu viens comme quelqu'un pour manger, tu vas manger. L'Afrique, pour le moment, est un plat à manger. Et les gens viennent le manger. Donc, nous devons nous demander, poser des questions simples. Comment est-ce que les autres ont fait? C'est l'autre là, le célèbre noir là, qui a été le truc de Black Panther là. Le Panther là, c'est comment on appelle Malcolm X. Il a dit que lorsque vous êtes dans un business et que vous avez un commerce à côté de toi, à côté de vous, qui fleurit, et il vend bien, ce qu'il faut faire, fermer votre business, aller lui demander
Comment il fait ça marche? Au lieu de continuer l'idiotie de faire la même chose, non. Il faut que les Africains arrêtent de crier, de se plaindre de tout. On est les plus malheureux du monde, on nous vole. La France a fait ci, les États-Unis ont fait ça. Non. Arrêtons, on dit, bon, on se pose des questions. Je suis heureux de vous l'entendre. Il faut la même chose aux Africains, Américains, aux Black Americans. Non. C'est de pleurer. Non, tu confonds. C'est un système intégré aux États-Unis. Nous ne sommes pas un système intégré. La loi qui est prise, par exemple, dans un État qui a dans ses effets, la loi ne peut pas être distinguée entre les citoyens. Mais la loi, si par exemple, je sais que dans un État, vous savez, il y a la cocaïne et puis le truc là, le weed. Il y a certains, je ne sais pas que les Blancs, par exemple, prennent beaucoup la cocaïne et le weed, c'est les Noirs. Si je dis que celui qui prend le weed s'il prend 1 gramme, il est condamné pour 200 ans, et que je dis que celui qui prend la cocaïne, il est condamné pour 1 an, je suis en train de punir les Noirs au détriment des choses là. Tu as vu? C'est l'intelligence de l'homme qui est au service de l'humanité. L'homme peut faire des choses inimaginables. Donc tu peux créer une loi apparemment neutre, mais dans ses effets, si je dis par exemple que tous ceux qui mangent le foufou ici vont payer 10 000, et ceux qui mangent par exemple, je ne sais pas ce que c'est, la pâte paient seulement 2 000. Et je sais que les gens qui mangent foufou, ils sont en palimé, ils sont des choses là. Est-ce que je ne suis pas indirectement en train de punir les gens qui mangent foufou? Mais la loi, quand on analyse, elle est neutre. Tu as vu? Donc, nous devons pousser, nous en tant qu'Africains, nous devons pousser la réflexion au-delà des effets d'annonce. Nous devons aller plus profond dans les choses. Ne pas juste faire des analyses classiques que les journalistes font sur les... Parce que vous constatez, par exemple, les mêmes spécialistes sont les mêmes spécialistes. Ils disent les mêmes choses, il va faire des recherches, il vient raconter. C'est que, moi, par exemple, si tu me prends sur la question américaine, sur certains secteurs, je connais parce que j'ai vécu, j'ai pratiqué. Je t'ai dit, c'est comme ça que ça se passe. Versus quelqu'un d'autre qui vient, il fait des recherches sur Internet et dit autre chose. Donc, nous devons aller au fond des choses. Très au fond. Merci. Docteur Théo, merci d'être passé dans notre forum cette semaine pour cet éclairage sur les élections présidentielles américaines. Donc, pas de préférence, pas de souhait, Biden, Trump... Pour le moment, même type, je vais être honnête avec eux. En 10 secondes. Personne ne sait qui va gagner les élections aux États-Unis. Et même si X ou Y gagne, ça ne peut pas changer la situation en Afrique. Tant que nous-mêmes, on ne prend pas soin de nous-mêmes. Merci. On va s'arrêter là. Donc, on dit merci aux fidèles téléspectateurs pour leur amable attention. Dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.